Alors, sur un journal corse, corsematin.com, eh oui, on est dimanche, hein, donc les news c'est un peu différentes d'habitude, on va dire. François-Xavier Pietri, avec la voiture électrique, on oppose les riches aux pauvres. Sujet intéressant, par contre, interview assez longue, pour le coup. Alors c'est parti, question-réponse. Vous estimez que la stratégie du tout électrique va nous mener droit dans le mur. Pourquoi? Mon enquête montre que la décision de ne plus vendre de moteurs thermiques prise par Bruxelles est une décision uniquement politique, qui n'a pas mesuré les conséquences indirectes de ce choix, tant sur le plan social que sur le plan environnemental. C'est une option de facilité, car cette décision est binaire. Elle a acté un objectif zéro émission de CO2 en 2050, et ensuite, elle a regardé comment y parvenir. Transformer l'aviation? Pas possible du jour au lendemain. Transformer les industries, c'est extrêmement complexe. Transformer l'agriculture, qui produit aujourd'hui plus de CO2 que l'automobile, 20% du rejet global contre 15,7, trop compliqué, surtout en France. On a donc choisi le secteur où c'était le plus simple, l'automobile, car il n'est pas compliqué de transformer un moteur thermique en un moteur électrique. On n'a pas laissé le choix aux constructeurs de finir leurs recherches, alors qu'ils travaillaient sérieusement sur des moteurs ultra performants, à essence, qui consommaient 2 litres au 100. Oh, ça c'est du mythomane, ça. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Qui a travaillé sur ça, quoi? Dites-moi, hein. 2 litres au 100? Sur une voiture de 500 kilos, peut-être? Mais pas sur une berline ou un SUV d'une tonne 5? Il faut arrêter de se foutre de notre gueule à un moment donné. Du jour au lendemain, on a tout arrêté, d'un point de vue stratégique et industriel, c'est un recul extraordinaire. Je pense que ce monsieur est pro-thermique. Les constructeurs considèrent tous que l'électrique est une folie. Oui, mais ce passage électrique à marche forcée est aussi, pour eux, un moyen de se racheter une conduite après le scandale du Dieselgate et de tourner la page du diesel. Surtout que les investissements nécessaires vont être rentables et que les constructeurs sont plutôt organisés pour muter, d'autant qu'il ne faut que 3 personnes pour fabriquer un moteur électrique, contre 5 pour un moteur thermique. C'est un abaissement de leurs coûts qui passe par des baisses d'effectifs. J'ajoute que les véhicules électriques sont vendus beaucoup plus cher, donc à forte plus-value ajoutée. Chez Renault, quand on vend une Zoé 32 000 euros, on ne fait pas la même marge que lors d'une vente d'une Clio à 19 000 euros. Mais les constructeurs demeurent effectivement plus que dubitatifs sur l'électrique. Ils savent tous que le problème que ça va engendrer, mais comme ils n'ont pas le choix, ils foncent. Vous opposez la liberté de l'automobile à la contrainte de l'électrique. Pourquoi? Sur l'usage du quotidien en ville, l'électrique ne pose pas de problème, à condition bien sûr qu'on puisse recharger chez soi. Dès que vous entrez dans les longs trajets, notamment celui des vacances, vous perdez intégralement votre liberté. La liberté qui consistait à aller là où on voulait, c'est fini. D'abord parce que les batteries se déchargent beaucoup plus vite qu'annoncé. La moyenne d'autonomie d'une batterie enfant, c'est de 300 km et 550 km pour un moteur thermique. Compte tenu des nombreux et importants problèmes de recharge, vous commencez à vous inquiéter dès que vous êtes à moitié, en cherchant la borne et en la réservant. En réservant la borne, mais non, en fait, on ne réserve pas les bornes. Hein. Enfin, on cherche une borne, on s'y branche, en fait. Sachant qu'il y en a en France 700 opérateurs de bornes de recharge pour 1300 contrats différents et des tarifs allant du simple au triple, ou quintuple même. C'est une jungle privée dont on pense qu'elle se régulera par la force des choses. Sur autoroute aujourd'hui, il faut compter 15 € pour faire 100 km avec une Zoé, contre 10% pour un moteur essence ou diesel, au prix actuel du litre d'essence. Tesla a triplé en 2 ans le prix des chargeurs sur autoroute. Ouais, sauf que normalement, tu prends pas l'autoroute tous les jours non plus. Si c'est 1 ou 2 fois par an, bon, ça fait chier, c'est sûr. Mais le reste du temps, tu gagnes de l'argent dans la vie de tous les jours. En daily, comme on dit. Bref, on passe. L'aide de l'État aux particuliers ne cache-t-elle pas une sombre réalité, à savoir le coût incompressible de matières premières qui composent les batteries? Ce qui me choque le plus, c'est la manière dont on oppose les riches aux pauvres. Une voiture électrique, c'est près de 50% plus cher que son équivalent thermique. La majorité des Français ne peut pas se payer de voiture électrique. Quand Tavares déclare que les prix vont s'aligner, cela se fera hélas, à mon avis, par le haut, car il n'y a aucune raison pour que le prix du lithium, du cobalt et des terres rares ne baisse. Ces matières premières sont de plus en plus entre les mains de très peu d'acteurs qui vont maintenir les prix élevés. Sur le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, l'État a dépensé 5 milliards pour l'aide à l'achat de véhicules électriques. Autre équation à résoudre, celle des taxes sur les carburants qui rapportent 40 milliards par an. En passant tout électrique, il va bien falloir trouver ces 40 milliards quelque part. Plus la voiture est chère, plus elle dispose d'autonomie. C'est ce qui signifie que seuls les riches peuvent aller loin. C'est quoi cette question? Oh là là, mon Dieu. C'est un vrai changement d'appréciation. Avant, une voiture chère était une voiture puissante aux finitions luxueuses. Aujourd'hui, acheter une voiture chère, c'est effectivement acheter une voiture qui va plus loin. Il est sidérant de constater que le plein d'une Zoé sur autoroute coûte plus cher que celui d'une Taycan électrique. Les chargeurs de Porsche étant tellement plus puissants, chargent beaucoup plus vite. Et sur autoroute, la recharge est souvent facturée à la minute. Et non, plus maintenant, François-Xavier. FX, tu te trompes. Merci. Stop les fake news, merci. Ils ont changé ça, justement. Donc c'est fou ton argument, là. Dans l'électrique, la discrimination par le prix joue à plusieurs niveaux. Exclure des centres-villes les gens qui roulent en voiture diesel est aussi une discrimination qui repose sur les revenus.
Oh là là, mais lui, il fait vraiment du populisme, hein, à 2 balles. Hein. Et les gens qui meurent à cause de la pollution de l'air dans les centres-villes, dans des grandes villes notamment, de cancer du poumon, je ne sais quoi. Il en parle pas de ça, hein, bizarrement. Dommage. Allez, dernière question. On comprend enfin, en vous lisant, que le tout électrique n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'environnement. Et en fait, je sais même pas qui c'est ce mec. Quelqu'un sait qui c'est, je vais aller voir sur Wikipédia après peut-être, parce que je ne connais pas cette personne. Qui est ce no-name là? Quand la voiture électrique arrive sur le marché, elle affiche déjà un déficit écologique qui provient de sa fabrication. L'exploitation du cobalt au Congo est très polluante, et se fait dans des conditions indignes. Ah voilà, le fameux les enfants qui travaillent dans les mines, etc. Bien sûr, évidemment. Il nous récite tous les poncifs et clichés des anti-VE pro-thermiques. Insupportable. Ces mines sont détenues à 80% par les Chinois. Pour faire une tonne de lithium, il faut 1 million de litres d'eau. Ça veut dire que pour une batterie, il faut la consommation d'eau annuelle de 500 personnes. Il y a plein de lithium en France. C'est donc pas un problème de ressources, mais un problème d'eau. Le second volet, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le monde, sur la planète. Le second volet, c'est la pollution liée à l'utilisation même du véhicule électrique en Pologne, qui est concerné par cette décision européenne. 70% du mix électrique constitué de charbon. En Corse, 100% de l'électricité étant produite grâce au fioul. Ça veut dire que vous faites le plein de votre voiture électrique au fioul. Oh, le raccourci, quoi, incroyable. Le troisième volet sera celui du recyclage des batteries, et c'est tout simple, et c'est tout sauf simple, car il faudra enfouir. Oh, il faudra enfouir, mec. Oh là là, putain. Et oui, on va enterrer les batteries dans des déchetteries, dans des décharges. Sérieusement, mais j'en peux plus de ce mec. Qui c'est? Je vais la chercher sur Wikipédia quand même. Hein. Parce que lui, il doit avoir des actions chez Total, chez les constructeurs thermiques. Hein. Non, c'est pas ça. Donc il a pas de Wikipédia, donc ok, c'est un journaliste né à Bastia, donc voilà, pour ça qu'il est dans un site corse, là, biographie. Ah non, non, je vais pas acheter sa biographie, hein. Non, non, qui se la garde, hein. Ou au pire, comme combustible pour le feu, la cheminée, éventuellement. Bah, y a rien sur sa carrière, hein, c'est nul. C'est un journaliste corse, quoi, voilà, merci. Ah, mais oui, c'est lui, là, le mec de... Oui, j'avais vu sur TF1, il me disait un truc, ouais, effectivement. Chef du service économique de TF1. D'accord, ok, je me dis bien que j'avais déjà vu quelque part. Bon, bref, toujours est-il que... Bah, il dit de la merde, hein. Je crois qu'on va le dire, au bout d'un moment. Donc, n'écoutez pas cette personne. Il nous récite tous les clichés, tous les poncifs de ceux qui en haine les voitures électriques, qui ne jurent que par le thermique, donc voilà. Là, on a le roi des anti-VE qui a fait son interview. Je crois qu'on va résumer ça comme ça, hein, du coup. Et alors, FX, toi, tu roules en quelle voiture? Je suis sûr que c'est un gros SUV thermique bien polluant, genre Audi Q7, Q8, genre de trucs, quoi. Parce que ça doit bien gagner chez TF1, du coup. Allez, ciao.